Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Le 17 octobre de chaque année se tient la journée mondiale du refus de la misère. Car il faut savoir que loin de reculer, ce phénomène de paupérisation gagne du terrain dans nos sociétés modernes. Et d'ailleurs pour l'année 2010, les chiffres sont inquiétants. Tous les indicateurs de grande pauvreté sont en alerte, tels que le surendettement des ménages et le renoncement aux soins pour raisons financières. Alors dans une société qui nous pousse sans cesse à la consommation, de plus en plus de familles n'arrivent tout simplement plus à faire face et s'enlisent dans ce cycle infernal. Comment se faire aider quand il semble ne plus y avoir de solution? À quelle porte peut-on frapper? Autant de questions auxquelles nos invités du jour, Madame Zamour, chef du service au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et Madame Curassier du Conseil général répondront dans quelques instants. Pour débuter ce sujet, je vous propose de retrouver le mot du psy. Lise Salin nous parle cette semaine de la honte que l'on peut ressentir quand on est en situation de pauvreté. Éprouver un sentiment de honte quand on est pauvre est assez fréquent. Pourtant, la honte, il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour susciter justement ce sentiment. Par exemple, on peut avoir honte de son physique, honte de sa famille. Là, on va parler de la honte et la pauvreté. Pourquoi? Parce que le regard et l'opinion d'autrui est vraiment très important dans notre société. Le jugement qu'on va porter sur l'apparence, sur le paraître. Surtout au niveau des jeunes. Les jeunes, ils sont sensibles et ils veulent avoir accès aux biens matériels, comme le portable, comme aussi des vêtements de marque. Alors les parents, ils vont être dans la difficulté. Vous, parents, vous allez aussi vouloir permettre à vos jeunes d'avoir accès à ces biens et pourtant vous n'avez pas les moyens. Il est important de leur dire qu'ils sont riches intérieurement. Il est important de leur dire qu'ils ont aussi des valeurs qu'on ne voit pas, qui n'est pas dans l'apparence, notamment les qualités humaines. Parce qu'on peut être riche et on peut être très pauvre humainement. Cependant, si vous souffrez de la honte, qui est un sentiment dévalorisant, qui est un sentiment puissant, qui touche à l'estime de soi, n'hésitez pas à en parler. Nous sommes là, psychologues, pour vous accompagner ou en parler à un ami avec un regard bienveillant. Un travail sur soi, sur l'estime de soi, sur le jugement, l'auto-jugement est très important. Et bien sûr, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, prenez toujours soin de vous. Madame Curassier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Quelles sont les missions de cette direction? Alors cette direction, qui est une direction du Conseil général, a véritablement pour mission d'accompagner les familles et leurs enfants, bien sûr, qui peuvent rencontrer des difficultés d'ordre divers, tant sur le plan matériel, éducatif, social. L'ensemble des missions étant tournées vers l'accompagnement et la prévention pour éviter évidemment que les situations ne se dégradent. Alors dans cette émission, on parle précisément de précarité, de misère sociale. Ici dans nos départements, le taux de pauvreté est d'environ en moyenne 12%, Guadeloupe, Martinique confondus, ce qui est plus élevé que la moyenne nationale. Comment est-ce qu'on explique cela et quelles sont les causes? Eh bien, c'est une explication qui serait effectivement complexe à donner, mais en tous les cas, il est certain que la situation en Guadeloupe sur le plan de la précarité est encore plus effectivement prégnante, y compris que des situations très difficiles en France métropolitaine. Je pense qu'on peut l'expliquer par déjà un taux de chômage qui est plus élevé en Guadeloupe, qu'on connaît aussi, et notamment dans la population jeune. Et puis, bien évidemment, le corollaire de cette situation, c'est plus de bénéficiaires à des minima, tels que le revenu de solidarité active. Et donc, tout cela ne peut pas effectivement permettre des revenus de la population qui soient suffisants pour un niveau de vie véritablement décent. Un manque de formation professionnelle également? Il y a aussi cette situation difficile qui fait qu'on a aussi du retard de ce point de vue-là et que les qualifications sont quelquefois pas suffisamment importante pour permettre l'accès à des emplois véritablement rémunérés comme il se devrait. Alors les familles en précarité sociale ne se font pas forcément connaître de votre direction. Comment est-ce que vous intervenez et comment est-ce que vous avez connaissance des cas extrêmes de précarité?
Eh bien, bon, fort heureusement, il est vrai que toutes les familles ne se font pas connaître, c'est quelquefois la difficulté. Mais d'une manière globale, nous avons une organisation au Conseil général qui fait que nous sommes déployés sur le territoire, Oui. de manière géographique évidemment, et le Conseil général est présent à travers les circonscriptions d'action sanitaire et sociale, pour tout ce qui est action sociale et médico-sociale, Oui. avec des équipes de travailleurs sociaux qui sont composées d'assistants sociaux, mais aussi de médecins, de puériculteurs, et j'en passe, d'éducateurs de jeunes enfants, équipes pluridisciplinaires qui sont à proximité effectivement de la population, et ce qui permet aux personnes de se déplacer, de venir, de demander un accompagnement, une aide, et leur situation peut être évaluée et des aides peuvent être proposées à ces personnes. Bon, évidemment, dans des cas plus graves, ou en tout cas où les situations ne sont pas directement portées par les personnes, il y a aussi la possibilité qu'il y ait un signalement, en fait, une information préoccupante. Aujourd'hui, on en parle. Vous faisiez dernièrement une émission sur cette question. Oui. Et là, la situation est relayée au niveau d'une cellule dédiée au sein de la direction de l'enfance, et qui va répercuter vers les travailleurs sociaux de façon à ce qu'une évaluation soit faite et qu'on puisse véritablement mettre en place une aide. Quelles sont les problématiques familiales que vous rencontrez le plus souvent ? Eh bien, les problématiques sont d'ordre divers, c'est vrai, nombreuses, certes, mais elles tournent beaucoup autour des questions liées au chômage, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, de fait, des problèmes liés à la situation financière, à la situation budgétaire des personnes, pas suffisamment de moyens pour faire face à la scolarité des enfants, pour faire face quelquefois même à une alimentation suffisante. C'est ça, équilibrée. Équilibrée, et ça, on en parle souvent. On a des questions qui sont liées à l'obésité notamment. Parce que par mal ou mauvaise nutrition. On a aussi toutes les questions qui sont liées au logement. Il y a de grosses difficultés vis-à-vis de cela. Beaucoup de personnes sont en attente de logement ou doivent accéder à des logements évidemment à loyer modéré. Et là nous déployons là aussi. L'attente est longue. L'attente est longue et je dirais les prix sont élevés. Donc les familles là aussi rencontrent des difficultés pour pouvoir accéder. Bon, nous avons des dispositifs au Conseil général qui vont permettre de faciliter cet accès-là, le Fonds social pour le logement par exemple. Bon, ensuite, vous avez toutes les questions qui sont liées à l'éducation véritablement, quelquefois des carences éducatives, et avec nécessité d'accompagner les familles, au-delà des financements, mais sur leur capacité en tant que parents à accompagner leurs enfants. Donc c'est ainsi, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Merci beaucoup Madame Cuirassier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre de notre deuxième invitée. Il s'agit de Madame Zamour. Elle est chef du service du CHRS, autrement dit le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. On y va. Madame Zamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de service du CHRS, qui est un centre dont la mission principale est l'accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté sociale et des familles, c'est ça? Tout à fait. Donc nous ne recevons pas que des familles, c'est vraiment une mixité de population. Nous travaillons avec les sortants de prison, les personnes âgées, des familles aussi pour rompre l'isolement. Des personnes qui se trouvent dans une situation sociale très précaire. Très précaire, tout à fait. Donc personnes sans revenus, puisque nous accueillons aussi des personnes qui ne sont pas de nationalité française pour lesquelles nous mettons en place un certain nombre de démarches. Oui. Et donc beaucoup de sortants de prison. Et effectivement, malheureusement, une population stigmatisée, celle qu'on appelle la population de la rue. Oui. Et on attribue justement le CHRS. Dans les attributions qu'on donne au CHRS, c'est de s'occuper essentiellement de ce public. Et pourtant, nos missions ne se limitent pas qu'à ça. Nous avons vraiment une diversité de publics au sein de notre structure. Alors, c'est un accueil de jour, c'est bien ça? Il n'y a pas encore de lit? Non, c'est un accueil de jour, donc avec un service de restauration, donc petit déjeuner. Mais au-delà de ça, au-delà du service de restauration, il y a vraiment un accompagnement social qui est mis en place, tant sur le plan administratif que sur le plan de la santé ou de l'insertion professionnelle. Oui. Et depuis maintenant 2 semaines,
une équipe de nuit, donc une EMIS, équipe mobile d'intervention sociale, qui intervient de 19h à minuit, justement dans cette notion de proximité des publics en situation Donc c'est une équipe qui sillonne un petit peu le territoire. Le chef-lieu, tout à fait. À la rencontre des gens qui sont dans la rue. Exactement. Donc dans très peu de temps, notre équipe sera étoffée par un infirmier, justement pour prodiguer les premiers soins en cas de nécessité sur cette plage horaire où effectivement les travailleurs sociaux ne sont que très peu présents. Alors, vous aidez ponctuellement des gens à un moment de leur vie où ils en ont besoin. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un coup de pouce, que ça les aide à rebondir après, plus tard dans la vie? Ça aide à rebondir puisque nous avons quand même un pourcentage de personnes qui, effectivement, que nous avons connues à un moment T et qui sont arrivées à une insertion quasi totale. Donc, soit l'accès au logement, à la santé ou l'insertion professionnelle. L'équipe pluridisciplinaire qui travaille dans ce centre est composée de quelle... Alors, une éducatrice spécialisée, une monitrice éducatrice et des animateurs, et une maîtresse de maison qui gère justement tout l'aspect entretien et restauration du site. Et derrière ça, nous avons beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment l'équipe mobile de psychiatrie, avec qui nous avons un partenariat assez fort justement, et tous les autres partenaires sociaux, puisque les personnes, des fois, nous sont adressées par d'autres services. Donc ça peut être la maison d'arrêt, ça peut être le centre communal d'action sociale du chef-lieu, voire même de la police nationale qui effectivement font des repérages et orientent ces personnes vers notre structure pour mettre en place un accompagnement. Alors pour finir, une question personnelle. Votre métier, c'est une vocation ? Je pense que oui. Il en faut ? Je pense, oui, parce que ça fait quand même 17 ans que je travaille dans la rue avec les publics en situation de précarité. Et oui, des fois on me le dit, on me pose très souvent la question et je crois qu'effectivement c'est vraiment une vocation. Merci beaucoup Mylène. Merci à vous. Le moment est venu de retrouver notre rubrique Le saviez-vous et juste après, ne manquez pas l'agenda de la semaine prochaine. Le saviez-vous ? La pauvreté se caractérise par un manque de ressources financières, mais également par l'impossibilité de satisfaire certains besoins jugés essentiels, notamment dans les domaines relatifs à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et au logement. Je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'AFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé le MAG touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour clore le sujet du jour, je vous propose une citation de Mère Teresa. Le manque d'amour est la plus grande des pauvretés. Très bonne semaine à vous, à bientôt.